Bonjour Grégoire. Bonsoir, bonjour. Oui, on est le soir là. De la lumière Puis artificielle. ouais, puis c'est l'hiver, donc enfin bientôt l'hiver, donc il fait nuit plus tôt. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes l'un des deux fondateurs avec Sylvain Piron de la maison d'édition Vue de l'Esprit, qui est une toute jeune maison d'édition dont l'une des ambitions est de transmettre l'enseignement des diverses traditions et pratiques spirituelles et d'explorer notamment au prisme des sciences humaines les manières de vivre avec l'invisible. Alors, vous publiez au sein de cette maison d'édition des ouvrages, des enquêtes, des essais, également des documents originaux, des témoignages. Enfin, c'est assez varié. Hmm, Et les auteurs ont des profils divers, mais il y a un point commun qui est cette attention à ce qui n'est pas perceptible. tout à fait. Donc moi, je voulais vous recevoir sur la chaîne parce que j'ai la sensation que votre travail ressemble un petit peu au mien, en ce qui consiste à donner la parole à ceux qui enquêtent, investiguent le réel, que ce soit le visible et l'invisible. Bon, après, la comparaison s'arrête là parce que votre travail a un caractère peut-être un peu plus académique et une rigueur scientifique qui est nécessaire dans une maison d'édition un peu sérieuse. Mhm. Donc voilà, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle. Et donc pour ma première question, est-ce que vous pourriez raconter un petit peu la naissance, comment est-ce que c'est faite la naissance, les débuts de cette maison d'édition, et puis la présenter un petit peu, quelles sont ses ambitions. Bah, un grand merci à vous donc, pour l'invitation. On pourra revenir tout à l'heure sur la comparaison peut-être entre nos deux travaux. Donc ça nous permet de faire un peu de publicité donc, pour l'un des projets auxquels je participe avec donc Sylvain Piron. Donc nous sommes deux vraiment principalement dans l'affaire. Sylvain Piron qui est quelqu'un qui est médiéviste à l'EHESS à Paris et puis moi-même, donc Grégoire Langouet. Euh, un petit historique, ça dépend jusqu'où on remonte. Parce qu'il faut bien dire que cette maison, forcément, ça implique des choses assez personnelles, tant pour lui que pour moi-même. Mhm, Mais si on y revient par la suite, peut-être que là, je vais rester sur l'aspect un peu plus formel. Il y a quelques années, je participais à une librairie associative à Bruxelles. Moi, je suis en Belgique, à Bruxelles. Vous pardonnerez peut-être des débris d'accent qui traînent. vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Et, euh, et je l'avais invité, en fait, parce qu'on organisait des événements pour des titres qu'il avait publiés dans une autre maison d'édition, également académique de sciences humaines, qui s'appelle Zone Sensible, au Mhm, pluriel, tenue par Alexandre Lemonnier. Et donc, c'est dans ce cadre-là que pour l'un ou l'autre de ses livres, je l'avais invité dans cette librairie, qui s'appelle Parchemin. Et on avait commencé à discuter, j'ai fait des présentations, un petit peu discuter ensemble publiquement. On s'était assez bien entendu, puis il était revenu à d'autres occasions et on a poursuivi un peu le dialogue. Et une expression, alors on fait souvent des blagues là-dessus, il dit j'ai retenu une seule chose de son livre, une expression qui a permis un peu d'ouvrir le dialogue, qui était celle, donc qui est pas forcément familière des personnes sur votre chaîne, mais on y reviendra peut-être mhm, aussi. C'était celle d'insurrection spirituelle. Parce qu'en fait, un des points communs que nous avions, c'était quand même, on pourrait dire, un arrière-fond un peu politique de gauche, on va dire, donc un peu intellectuel, avec beaucoup d'études en philosophie, anthropologie, histoire, mais aussi avec une certaine sensibilité politique. Donc c'est ça qui nous avait un petit peu rassemblés. Mais on voyait bien en discutant tous les deux que certains manques qui me semblaient profonds, se trouvaient dans beaucoup de groupes, de lieux auxquels on participait. Et donc autour de cette expression, on a commencé à discuter, puis on s'est revus à plusieurs reprises. Puis moi, étant un peu plus jeune, n'ayant pas du tout le statut que lui a, je lui ai dit, mhm. mais en fait, Sylvain, pourquoi tu dirigerais pas une collection, en fait, une collection chez un vrai éditeur? Et donc l'idée a un peu fait son chemin. Et puis une troisième personne était avec nous, qui n'est plus là, qui est là à côté, mais qui n'est plus là officiellement, Angela Guidi, qui travaille pour les Belles Lettres, qui sont donc les personnes qui distribuent et qui diffusent nos ouvrages. Et on a commencé un peu à regarder dans quelle autre maison d'édition on pourrait être hébergé, jusqu'à en Mhm. fait former un projet assez consistant et le proposer finalement à Alexandre Lemonnier, donc qui tient l'édition Zone Sensible, et donc qui, pour diverses raisons, n'a pas
forcément accepter que ce soit une part de sa maison zone sensible parce que ça faisait trop d'ouvrages par rapport à la quantité d'ouvrages que lui il publiait. Mais il nous a énormément aidé au départ pour faire toute la maquette graphique, pour un peu nous introduire au métier, on va dire. Parce que Sylvain avait des connaissances en tant qu'auteur. Moi, j'avais certaines autres connaissances en tant que libraire, en tant que grand lecteur, on va dire. Mais on n'avait pas de connaissance du métier. Concrètement, comment ça se passe de faire un livre matériellement, quoi. C'est, c'est beaucoup de choses. Peut-être on en parlera aussi. Et donc, vraiment, Alexandre nous a beaucoup aidé. Et donc, on a commencé à travailler au premier titre. Donc, il nous a aidé pour comprendre comment ça marchait un livre, en fait. Comment on Mhm. fait ça, comment on travaille avec les auteurs, comment on fait les traductions, comment on fait les contrats, et puis après, comment on travaille avec les gens qui concrètement, matériellement font le livre. Donc, l'impression de l'intérieur, l'impression de couverture et mille et autres détails banquiers, financiers et comptables. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça pratiquement que ça a commencé. Donc, c'était vraiment pour essayer de parler. On pourrait dire, le terme qui nous a rassemblés, c'était celui de invisible. Je pense que vous l'avez Mhm. peut-être utilisé précédemment. Et donc, c'est de proposer dans un cadre académique, scientifique, des études sur ce vaste champ qui comprend plein de choses différentes, qu'on a rassemblé sous le terme d'invisible. Donc, souvent, on dit spiritualité aussi, c'est peut-être encore plus flou, Mhm. encore plus flou. Et c'est ça qui nous semblait être pas encore présent dans le domaine des sciences humaines, en anthropo, philo, histoire, que lisaient des gens venant des milieux qu'on connaissait et qui nous semblaient pouvoir être nouveaux. C'est ça qu'on voulait apporter. Et on voulait se situer à un lieu spécifique dans le sens où on essaie de faire des ouvrages depuis une position qui n'existe pas vraiment ou qu'on n'avait pas vraiment trouvé. C'est-à-dire que les ouvrages sont pas seulement des ouvrages académiques au sens où ce seraient des études sur un objet. Donc Mhm. vraiment une étude extrêmement pointue, philologique, sur un sujet du passé ou du présent, mais qui nécessite beaucoup de travail scientifique, mais sans pour autant qu'il y ait une implication, on pourrait dire, existentielle, tant de la personne qui écrit que pour les lecteurs et lectrices. Donc un de nos critères pour nous, c'était vraiment qu'il y ait cet aspect en partie pratique Mhm. à la lecture, qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement dans notre vie? Pas juste des idées en plus, des informations supplémentaires. Il y a Wikipédia, ChatGPT maintenant et toute l'intelligence artificielle qui vont nous en apporter beaucoup. Mais essayer peut-être d'amener quelque chose qui fait une spécificité de l'être humain, me semble-t-il, ce qui peut être ce rapport à l'invisible et à la spiritualité. Pour ça, donner des outils, donner des récits historiques, donner des exemples, ça nous semblait être un aspect important. Et puis à côté de ça, on voulait pas non plus faire des livres confessionnels, des Mhm. livres religieux. Donc, on cherchait pas à s'inscrire dans une seule tradition particulière, parce qu'il y a des maisons d'édition chrétiennes, islamiques, juives, bouddhistes, et d'autres. Mais c'est pas notre position dans le sens où, de nouveau, peut-être qu'on parlera de ça plus tard. Moi, j'ai une certaine inscription traditionnelle, Mhm. j'essaye, mais pas forcément Sylvain. Donc, il faudra lui poser des questions et vous expliquerai sa propre position. Mais donc, c'est pas ça qu'on souhaitait faire. C'est des ouvrages potentiellement antérieurs à l'inscription dans une tradition. C'est-à-dire aussi pour des gens qui sont pas encore sur un Mhm. chemin spirituel, qui pourraient être très curieux et curieuses, qui souhaiteraient avoir des informations, sachant pas forcément où les trouver, parce que souvent les églises, les institutions religieuses, ça fait un peu peur. Donc voilà, nous, on essaie de proposer des choses peut-être en partie avant ça. Et puis, un troisième, peut-être trois ou quatrième élément qui nous distingue dans notre positionnement par rapport à ce qui existe déjà termes de livres, de production Mhm. académique sur ces sujets. C'est littérature qu'on regroupe sous un terme, alors, qui est difficile d'utiliser de manière non péjorative, mais souvent on dit c'est New Age. Donc, C'est très New Age, péjoratif, New Age. développement personnel. Alors, ça a ça a plein de bonnes choses. Développement personnel, il y a énormément de choses très intéressantes, sur un travail aussi plus psychologique, avec des outils pour mieux se sentir, être plus stable, plus équilibré dans cette vie, dans l'aspect mondain de l'existence. Et donc, ça a sa valeur en tant que telle. Et dans la littérature New Age, du très peu que je connais, donc il y a plein de choses. C'est une masse gigantesque de Mhm. littérature. Souvent, en plus, les gens pouvaient côtoyer un peu des gens plus dans les trucs intello, académiques, pouvaient parfois aller lire ça, mais de façon un peu honteuse, un peu gênée, Mhm. quoi. On va pas dans une librairie trop se montrer devant enfin, pour ce type de personnes, devant les rayons j'ai lu, les petites collections rouges, quoi. Mhm. Et pourtant,
parmi tous ces, donc il y a beaucoup de choses qui semblent peut-être très étranges ou qui sont pas très structurées ou cadrées, mais il y a de vrais ouvrages spirituels d'une réelle qualité, quoi. Et il y a également de très grandes expériences ou récits d'expériences. Mais peut-être que ça manque parfois, en tout cas à nos yeux, ça manquait peut-être un peu de cadre, de structure. Donc, ce qu'on a essayé de proposer aussi, c'est les types d'expériences qu'on peut trouver à la fois dans des religions ou dans des traditions, qu'on peut retrouver également parfois dans la littérature New Age, dans un cadre scientifique. Donc ça, c'était un peu la position qu'on essaye d'avoir et qu'on essaye un peu toujours de tenir. Et donc, ça demande, voilà, certain travail, une certaine rigueur scientifique, c'est-à-dire aussi bien connaître toute la littérature secondaire sur ces sujets, Mhm. donc être bien informé. Pour ça, il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes qui nous aident et qui nous conseillent, hein, de pouvoir bien connaître ça, et en même temps de pouvoir le lier, comme je l'ai dit précédemment, à quelque chose de plus existentiel et qui nous concerne un peu vitalement, un peu intimement. Donc voilà, déjà en quelques mots ce que je pourrais dire. Alors, il y a un mot qui ressort beaucoup parmi, bon, là, il y a beaucoup de choses hein, que vous avez dites, mais c'est le caractère scientifique, c'est-à-dire vous vous positionnez quand même de façon assez, ce que vous disiez, hein, de façon assez originale dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rigueur et on n'est pas uniquement dans l'expérience subjective de ce qui se passe. En fait, c'est pas qu'une description subjective de certaines personnes, mais c'est Mhm, vraiment une observation à la troisième personne de phénomènes, même parfois des catégorisations, etc. Donc vous avez plusieurs ouvrages. mhm, Euh, et il y a aussi, ce que j'ai vu, un conseil scientifique dans votre structure. Donc il y a vraiment une approche très sérieuse. Alors déjà, bon, je sais pas hein, comment ça fonctionne le monde de l'édition, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait toujours un conseil scientifique. Et quelle était la motivation derrière ça? Parce que ça demande quand même une certaine organisation, avoir des gens disponibles, etc. mhm. Bah alors, bon, Sylvain est le vrai académicien scientifique, hein. Moi, je suis un peu un amateur à côté. Donc, Mhm. ouais. Mais disons que après, c'est beaucoup de travail de réseau. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens que l'on connaît plus ou moins, que lui connaît plus ou que moi je connais plus, et qui ont des domaines de compétences spécifiques qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, moi, je connais un petit peu le monde du bouddhisme tibétain, un petit peu Mhm. dzogchen. Et j'ai fait un petit peu d'études auparavant, enfin, en sciences des religions, sur les traditions juives, la Kabbale. J'ai quelques connaissances un tout petit peu sur l'islam aussi. Et c'est sur quoi je travaille, c'est en partie l'Antiquité grecque. Ça peut sembler plein de choses très diverses, donc j'ai Mhm. pas une expertise dans tous ces domaines. Donc parfois je peux demander des conseils à d'autres personnes. Et puis il y a plein d'autres domaines que je ne maîtrise pas du tout, et Sylvain non plus. Et le fait d'avoir un conseil scientifique, bah, ça permet d'être vraiment à jour et d'être vraiment au clair sur quelles sont les grandes problématiques dans tel et tel domaine aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir souvent accès à de la littérature de seconde main ou de la littérature qui date de quelques décennies, mais souvent quand on creuse vraiment un sujet, bah, il faut aller voir en fait des articles particuliers, souvent c'est en anglais et ça c'est pas forcément publié en fait dans des librairies françaises francophones. Et donc pour pouvoir en fait s'orienter là-dedans, demander à une personne, ça permet de gagner parfois Mhm. des semaines de recherche personnelle. Parce qu'en fait, on va vous dire tel et tel auteur, ok, allez voir. Telle autre personne que on pensait nous être sérieux, en fait, ils vont vous dire non, non, non. Donc, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et puis, du coup, pour le public après, de proposer des choses qui sont vraiment à jour, où on a l'impression de pas se tromper, quoi. Donc, ces personnes ont été contactées pour certaines parce que ce sont des amis, pour d'autres des connaissances de plus ou moins longue date. Et elles acceptent de participer, à l'aventure avec nous. C'est-à-dire que c'est aussi, me semble-t-il, travailler dans une direction commune. C'est un Mhm. peu rassembler l'effort, parce que travailler sur ces sujets, invisible, spiritualité, dans le monde des sciences humaines, francophones, peut-être encore plus en France qu'en Belgique, c'est assez délicat. C'est-à-dire ce sont des sujets qui sont habituellement pas très bienvenus. Mhm. Dès que ça touche au mot warning religion, alors là, beaucoup de personnes s'en éloignent, ne veulent plus en entendre parler. Donc on essaie d'être assez prudent dans l'approche et pour ça aussi être soutenu par des personnes qui ont également un certain crédit, une certaine autorité par leurs propres travaux. Ça nous permet aussi un peu d'assurer également, c'est triste à dire, mais d'assurer aussi l'image en fait de la maison, la respectabilité. Un conseil Mhm. scientifique, c'est pour garantir la scientificité de chacun des projets
Et c'est aussi pour potentiellement rassurer les lecteurs et lectrices ou des gens qui connaissent pas les auteurs ou nous, mais qui connaîtraient une ou l'autre personne du conseil scientifique. Donc ça veut aussi dire que regardez, il y a telle et telle personne qui accepte de s'engager avec nous, qui a suffisamment confiance dans ce qu'on a fait et dans ce qu'on souhaite faire, pour que vous-même aussi soyez rassurés si vous engagez dans la lecture de ce livre. Donc ça, c'est un peu une des raisons pour lesquelles on a formé ce conseil scientifique, mais il y a vraiment cet aspect de communauté, faire des choses ensemble, travailler dans une même direction, parce qu'on n'est peut-être pas si nombreux à travailler sur ces sujets non plus. Et c'est intéressant donc de parler des personnalités qui interviennent dans ce cadre. Et avant qu'on creuse vraiment dans ce qui est proposé par votre maison d'édition, est-ce qu'on pourrait reparler un petit peu de votre parcours personnel à vous? Mhm. Parce que ce qui a fait finalement que vous en êtes là aujourd'hui dans ce projet. Bon, j'imagine que vous avez d'autres activités, mais Mhm. donc, est-ce que vous pourriez nous brosser un petit parcours académique, philosophique, éventuellement Mhm. spirituel de ce qui fait que bah, aujourd'hui, vous vous investissez dans ce projet? Mhm. Un très grand merci, c'est gentil de me poser la question. Toujours un peu gênant parfois de de se présenter et de se mettre en avant, mais peut-être ça peut intéresser les gens dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, Sylvain devrait répondre pour la sienne, que effectivement le parcours personnel est très très lié à l'existence de ce projet maintenant, quoi. Donc, moi j'ai grandi en France, j'ai commencé l'étude de médecine. Moi, je me posais plein de questions, jeune homme, études de médecine. Mais avant, j'étais beaucoup versé dans les formes artistiques, beaucoup la musique, le cinéma, la peinture, la littérature. Bref, j'ai fait études scientifiques pour finalement abandonner en quatrième année de médecine Ah, pour reprendre la philo à zéro. Parce qu'en fait, ça m'intéressait quand même plus. courageux. C'est courageux. J'ai eu de la chance d'être soutenu par des gentils parents qui m'ont permis de faire ces études de philo, de reprendre, de revenir en Belgique et puis de faire ensuite en plus de la philosophie, les sciences des religions. Alors, personne ne sait trop ce que c'est. Études des religions, études de la religion, sens des religions. C'était même sciences des religions et de la laïcité. J'étais dans une certaine université ici en Belgique. Et ça m'a permis d'avoir quelques bases, en fait, même sur, en fait, les cultures européennes, méditerranéennes, en fait, qui sont en partie les nôtres, qu'on ne connaît pas, en fait, comment on n'avait jamais enseigné à l'école, jamais en secondaire, enfin, le collège, lycée. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses là. Et puis, j'ai continué en faisant un mémoire en parallèle avec des activités un petit peu plus on pourrait dire, d'engagement politique Mhm, sur, en creusant certaines notions qui venaient de la tradition de la Kabbale juive, donc la tradition ésotérique juive, mhm, et des écrits qui m'ont un petit peu influencé dans ma jeunesse. Dans la revue, une revue de Tikkun. Ils écrivaient ça en translittération Tikkun. Tikkun, c'est la réparation, c'est aussi littéralement, enfin, c'est faire des actes pieux, c'est aussi mhm, réparer le monde, réparer, en fait, dans la Kabbale, c'est la présence divine qui s'est répandue dans le monde, les étincelles sont dispersées et les rassemblées, basiquement, chez Isaac Luria. Et donc, j'avais fait des petites études là-dessus. Ce que je voulais voir, en fait, c'était quoi le socle théorique ou ouais, philosophique et potentiellement religieux ou spirituel qu'il y avait chez les auteurs dans la gauche, dans les mouvements de gauche, qui me semblaient de loin les plus intéressants. De loin les plus intéressants. Personnellement, après, il y a plein de critiques possibles, j'entends, je suis prêt à discuter évidemment, mais ça m'a beaucoup marqué. Et puis, c'était des réseaux de gens, des réseaux de groupes à travers l'Europe et plus que ça, et donc ça m'a pas mal marqué. Et je voulais voir, en fait, c'était quoi le fond du truc, en fait. mhm, Parce qu'il y avait des mots un peu magiques, mais je trouvais pas vraiment de contenu suffisant, enfin, qui me nourrissait suffisamment, personnellement. Et par exemple, cette idée très, à mes yeux, quand même, très vague, très floue de révolution, ou pour revenir sur l'expression que je vous ai indiquée au départ d'insurrection spirituelle, mhm. c'est en vue de quoi, pourquoi, comment, et ça me semblait complètement flou. Donc il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas en fait, pour quelque chose qui est pas très défini ou pas bien déterminé. Donc ça, j'avais un peu de mal avec ça. Donc si c'était amener une forme de société égalitaire, de grande communauté humaine, d'amener la justice du ciel sur la terre. Ok, mais ça pose plein de questions. Donc, ça veut dire aussi lier, pour le dire très simplement, une forme d'absolue transcendance à un aspect plus immanent en ce monde. Et ça posait plein de questions sur la sécularisation, de comment se fait les passages de concepts théologiques dans des concepts plus philosophiques et politiques, et la grande transformation
de ça lors de la modernité. Énorme question. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure brièvement avec un des ouvrages de Mohamed Mhm. Amirmedian. Et bref, je trouverai pas vraiment de réponse. Donc, plein de lectures philosophiques, anthropologiques. Et à un moment, voilà, j'ai arrêté. Je travaillais des petits boulots à droite à gauche. Et puis, j'ai commencé à enseigner, donc, comme au lycée. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est presque en lâchant les livres. J'avais aussi travaillé sur un auteur comment dire ça, qui n'est pas bien vu de nos jours, un philosophe allemand qui s'appelle Martin Heidegger. Aussi, il travaillait sur des notions également communauté, être ensemble, tout ça. Et en fait, je trouvais chez lui des expressions très, très intéressantes. Sérénité, présence, être avec, être là. Et, euh, et quand j'ai lâché un peu ces concepts et ces textes compliqués, j'ai commencé à devoir enseigner. J'ai rencontré quelqu'un via une amie dans une fête, et qui petit à petit m'a fait faire quelques exercices, des petites pratiques donc, chez Mhm. lui, liées au départ au mouvement, activité plus physique, et puis petit à petit être dans le silence, petit à petit être dans l'immobilité et le silence, et puis de fil en aiguille, il m'a dit, mais tu sais, les exercices que je te propose ici, bah, je les invente pas en fait. Moi, j'ai reçu ça de quelqu'un. Bon, ça peut te sembler bizarre, mais c'est quelqu'un qui est tibétain, quoi. Donc, c'est un maître tibétain. Donc, si tu veux, tu peux venir au centre auquel je vais. Donc j'étais allé une fois ou l'autre, puis ils n'avaient pas bien répondu à toutes mes questions intellectuelles. Ils arrivaient Mhm. pas. Donc j'étais parti, je suis revenu l'année suivante, et je dois dire que ça a quand même changé ma vie, en fait. Et c'était quel centre? C'était un centre RICPA à Bruxelles, pas à Bruxelles, D'accord. en Belgique. Donc ce Gary Rinpoché, donc lié à Damien Bron, que vous avez Mhm. interviewé, Philippe Cornu également. Et là, en fait, j'arrivais à mettre en pratique, de façon très simple et très directe, les choses qui m'inspiraient le plus dans les livres de philo que je lisais. Mhm. Comme je dis, sérénité, présence, être là. Il y avait aussi Giorgio Agamben que j'avais pas mal lu, la forme de vie. Et en fait, là, des gens qui n'avaient jamais même entendu le nom, en fait, de ces auteurs, me disaient pas de me creuser la tête dessus et de faire un subtil agencement conceptuel pour essayer d'avoir une expérience complètement floue, vécue seule, donc sans, en fait, possibilité de la vérifier. Là, on me disait, en fait, vas-y, fais-le, quoi. Donc, j'ai commencé à recevoir des instructions ici. Et je me suis même interdit de lire Ah, pendant, je pense, 2 ans, quoi que ce soit sur le bouddhisme. Non, non, il y a les instructions orales, mises en pratique. il y a de quoi J'essaie. faire, hein, sinon, au niveau de lecture, hein. Ah oui, bon, ça a changé depuis lors. Ça a bien changé depuis lors. Et donc, en fait, d'une certaine façon, vu de l'esprit, personnellement, ça serait peut-être une tentative qui, j'espère, intéresse d'autres personnes, Mhm. mais de pouvoir lier ce que j'avais trouvé dans les sciences humaines les plus actuelles, plus intéressantes, anthropo, philo, et en fait des expériences dans des traditions qui ont vraiment changé ma vie et qui, à mes yeux, sont complètement, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment méconnus de la part de ces gens dans des milieux alternatifs. Et donc, c'est une certaine façon une tentative de créer un pont, de Mhm. faire le lien entre, voilà, ce que je vous ai expliqué précédemment, entre ces milieux plus académiques et les milieux plus traditionnels. Et souvent, il n'y a pas tant de dialogue que ça, quoi. Beaucoup de présupposés les uns sur les autres. Mhm. Et en fait, une grande méconnaissance. Ouais, Donc, le présupposé, le préjugé et la règle dans dans ces milieux-là, c'est les milieux académiques qui peuvent avoir un regard un peu de haut sur les pratiques spirituelles et puis les pratiques spirituelles qui regardent un petit peu, enfin, pour certaines en tout cas, l'usage de l'intellect avec beaucoup de circonspection et même voire beaucoup d'évitement en fait. mhm. Et c'est vrai que de faire un pont entre les deux, bon, c'est audacieux. C'est parce que c'est aller à l'encontre de beaucoup ouais, de préconceptions qui peuvent être solides aussi, hein, de part et d'autre. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Non, merci beaucoup. Et juste pour finir, donc depuis lors, bon, j'ai quand même ouvert des livres sur le bouddhisme, Mhm. un petit peu. Et parmi d'autres activités, donc là actuellement, je termine la thèse de doctorat à l'Université catholique de Louvain sous la direction de Philippe Cornu, donc je pense que vous avez interviewé précédemment. Ouais, ouais, Donc, je d'accord. travaille avec lui un petit peu sur Dzogchen et le monde tibétain. Un Je travaille- directeur de thèse enfin, c'est pas, voilà, c'est un bon directeur de thèse, vraiment.
Tout à fait. Et c'est quoi le sujet, si c'est pas indiscret? Euh, mais c'est une tentative de comparaison de certains aspects des pratiques contemplatives, à la fois dans le Dzogchen Mhm. et chez un auteur méditerranéen de la fin de la tradition, de la grande tradition grecque, qui est Plotin, au Oui, IIIe tout à siècle, fait. et qui, dans certains de ses textes, donc écrits en grec, certaines de ses Énéades, propose des exercices de visualisation, de Mhm. contemplation, d'usage de l'imagination très particuliers. Et dans les deux cas, en fait, et ça me permet du coup de rajouter un autre point pour moi capital dans le projet Bulle d'Esprit, je trouve que dans les deux cas, Dzogchen, mais comme je dirais toute tradition authentique telle que je l'entends, et Plotin mettent de façon absolument claire et de façon intransigeante au premier plan l'aspect ultime. Mhm. Vacuité, luminosité pour le côté bouddhiste, c'est ce qui est appelé un, l'un chez Plotin. Et on pourrait discuter sur l'aspect non-duel de l'un, l'aspect paradoxal de l'un, l'impossibilité d'en parler. C'est de lui, en fait, une bonne partie de ce qu'on appelle la théologie négative, en fait, va émerger. Tant du côté chrétien, et puis ça aura beaucoup d'influence sur aussi la théologie islamique, les débuts du soufisme, et ce qui s'appelle la théologie d'Aristote. Donc c'est quand même un auteur capital, dans le sens où il hérite de la grande tradition grecque. Il Mhm. aide, lui, platonicien, faire un peu une synthèse des travaux de Platon, d'Aristote, des écoles romaines, enfin du stoïcisme surtout. Mais il est vraiment en avant, me semble-t-il, et c'est pour ça qu'il est reconnu et qu'on parle de néo-platonisme, de Mhm. nouvelle tradition platonicienne à partir de lui. Et après ses successeurs, Porphyre, Proclus, Jamblique et tout ça. Ce qui met vraiment en avant, me semble-t-il, cet aspect absolument ultime de l'un. Inconnaissable, sans forme, au-delà de l'espace-temps, mais qui est à la fois source de tout, Mhm. nature de tout, duquel tout provient, auquel tout retourne. Et ça me semble être un aspect qui est vraiment, vraiment plus compris de beaucoup de nos contemporains dans le monde moderne. C'est considéré comme étant complètement inexistant. Autant on accepte une partie de l'invisible un peu mieux. On y viendra peut-être sur certains titres comme les esprits, comme les Mhm. fantômes. Ok, ça passe encore. Mais si on passe au-delà de cet aspect formel de l'invisible vers un aspect absolument non formel et ultime, alors là, on perd tout le monde, quoi. Enfin, souvent, les Bah, gens sont un peu perdus. là, c'est vrai que on passe de ce qui est objectif, enfin, les objets, des choses qu'on peut montrer du doigt, et puis finalement, le l'un, Mhm. l'inconditionné, c'est par définition, c'est des choses qu'on ne peut pas pointer. Donc, Mais c'est est-ce vrai que qu'on c'est peut plus. pointer les fantômes? C'est-à-dire que je pense peut-être une distinction qui est à faire ou qui est plus trop court actuellement, c'est aussi une distinction de ce qu'on pourrait appeler esprit ou âme, pour le dire avec des grands Mhm. termes. C'est-à-dire que, en fait, dans l'aspect de l'âme, il y a un aspect subtil ou un aspect encore formel mais invisible. C'est-à-dire, par exemple, Mhm. si on parle des rêves, si on parle des fantômes ou de types d'apparitions d'autres êtres, êtres de la nature ou autres, en fait, je pense qu'il est difficile de dire ça existe parce qu'on peut le pointer du doigt. Regardez, vous Mhm. pouvez faire l'expérience. C'est également invisible. Mais ça, c'est un aspect déjà en partie manifesté, déjà en partie formel de l'invisible. Et il y a à l'essence, à la base, à la source de ça, un aspect ultime qui, lui, est non formel. Donc, il n'est même pas de cette forme subtile formelle, mais non formelle complètement. Et ça, c'est vraiment l'un chez Plotin. Là où le monde intelligible, le monde des idées chez lui, ça pourrait, si on veut faire un peu du comparatisme sauvage, se rapporter plutôt à un aspect formel dont on vient de parler, formel subtil, qui dans le monde tibétain s'apparenterait peut-être aux travaux sur la pratique de l'idam et de mandala et tout ça. Mhm. Mais vraiment de marquer bien cet aspect ultime absolu, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire subtilement ou doucement avec Mohamed dans son ouvrage, même si on passe d'abord par les rêves, par la tradition des rêves soufis. Mais ça, pour moi, Sylvain le dirait certainement différemment, c'est aussi un des éléments importants dans le but de l'esprit, c'est-à-dire de redonner une place à un aspect absolument au-delà de l'espace et du temps, au-delà de toute forme de condition, et de voir comment il est possible de s'en approcher, de pratiquer ça, et comment on peut en parler dans le cadre scientifique, c'est-à-dire continuer à lui donner une existence, et pas une existence, c'est au-delà de toute existence, c'est une question de toute existence, mais de considérer que cet aspect d'accès à l'ultime, l'aspect à la transcendance, l'aspect à l'absolu, bon, après il y aura des débats infinis sur l'usage de ces termes, Mhm. c'est quelque chose qui est possible encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment capital, même par rapport à l'intelligence artificielle. Peut-être on doit revenir. Désolé d'avoir un peu insisté sur ça. Mais non, il n'y a pas de souci. Puis vous avez évoqué quelque chose, moi, qui m'intéresse énormément, c'est le rêve. Donc là, vous l'avez évoqué dans la pratique, dans le soufisme, c'est ça? Mhm. C'est ce que j'ai compris. Parce que moi, je suis pratiquant du yoga du rêve, donc le yoga tibétain Mhm. du rêve, qui est donc une pratique qu'on retrouve notamment chez les Nyingma, chez les Bön, et aussi chez les Kagyu, mais là, c'est plus compliqué d'y avoir accès. Et donc, est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu cette
tradition soufie où on travaille sur les rêves? Bah, disons qu'il y a beaucoup de travaux, enfin beaucoup, un certain nombre de travaux académiques en ce moment, surtout publiés en allemand, qui prennent en considération l'usage du rêve. Là, je dirais juste un aspect, c'est pas forcément ce qui est mis en avant dans ces travaux, Mhm. mais disons que ce que Mohamed Al-Mermesian a fait dans son livre, donc, Au bord des mondes, qui est un des titres récemment parus, je vous le montre quand même, parce qu'on parle d'une Oui, maison d'édition, faut que je vous montre des beaux c'est livres. magnifique. Alors, les objets sont Voilà. magnifiques, hein, Si, déjà. et on les sort toujours deux à la fois. Donc, on a fait qui répond à celui de Talal Assad qu'on a publié en même temps. D'accord. Et ce qu'il met en avant, me semble-t-il, il faudrait lui demander, vous pouvez lui faire une interview avec lui, mais c'est de nouveau pouvoir trouver un espace intermédiaire entre l'aspect monde intangible qu'on peut Mhm. toucher, mon corps, la table, qu'on peut voir avec les sens, et cet aspect absolument non formel, cet aspect origine, base de tout. Et que entre les deux, pour utiliser de nouveau des catégories massives, il y a un espace médian, un espace intermédiaire. Et par exemple, le rêve et les êtres des rêves se placent dans Mhm. cet espace. C'est, si on veut employer de nouveau un autre gros terme qu'affectionne en particulier, c'est Damien Brown, Mhm. ce qui, dans les études de quelqu'un qui était un peu un islamologue français, Henri Corbin, a été appelé le nom de monde imaginal. Et en fait, après, il y a des hiérarchies du monde imaginal. Enfin, c'est infini, la description, la précision des descriptions de cet aspect de la réalité qui est intermédiaire. Ce qui me semble intéressant dans la pratique du rêve, c'est qu'il est possible, dans cet ouvrage et dans le cadre de l'esprit, hein, c'est qu'il est possible de dire, mais en fait, ça, c'est une expérience que tout le monde fait. Et c'est une expérience qui, en fait, qui a un certain degré de réalité pour tout le monde. Alors, on se souvient plus ou moins de ses rêves. Des fois, on n'est pas du tout conscient. Des fois, on est un peu conscient. Des fois, peut-être comme vous et d'autres personnes, on arrive à faire beaucoup de choses, beaucoup de pratiques dans les rêves. C'est vraiment une voie ouverte vers l'ultime, justement. Mais si on en reste même sur l'aspect formel du rêve, ah, je me souviens m'être baladé, avoir fait ci, ça, ben, ça permet de dire, en fait, là, il y a quelque chose qui est pas de l'ordre peut-être de l'être, pas de l'ordre de l'ontologie, Mhm. c'est pas un truc tangible, et c'est pas non plus rien du tout. Ça a potentiellement un effet sur vous. C'était vraiment réel quand vous étiez dedans. Et ça permet de faire un passage possible vers cet aspect ultime, vers cet aspect transcendant. Ça, c'est une des choses qu'on essaye de mettre en avant. Et je pense que ce sont des bons exemples parce que on trouve ça dans beaucoup, si ce n'est toutes les traditions authentiques. Par exemple, Barbara Glossowski, qui fait partie du conseil scientifique, a beaucoup travaillé sur ça il y a longtemps déjà chez Mhm. les aborigènes australiens. Là, c'était dans le cadre du soufisme islamique, mais il y aurait plein d'autres traditions, comme vous l'avez dit, dans le bouddhisme tibétain, dans lequel le rêve est absolument central comme type de pratique. Parce que c'est aussi un entraînement pour la mort, enfin, ça fait ça. Ouais. Je crois que chez les aborigènes, le monde du rêve, c'est un monde collectif, un petit peu comme bah, le monde où on est, enfin, le moment de veille, quoi. C'est-à-dire que c'est un monde partagé entre les différents êtres et c'est pas un solipsisme comme on peut retrouver bah, en Occident finalement. Quand Mm, on rêve, on est dans notre propre bulle, hein, mm. et il n'y a pas vraiment d'incidence. Et ça, c'est quelque Et chose qui a vraiment marqué une des femmes. Je pense que c'est Stéphanie Pandolfo dans un de ses ouvrages, donc sur la tradition soufie islamique. C'est quand elle, en tant qu'anthropologue, elle va discuter avec des maîtres, avec un cher, je pense, c'était au Maroc, mais il faudrait vérifier. Et elle lui dit, je sais plus exactement quel est le contexte, mais il lui dit, ben voilà, on se retrouvera, enfin, on va se retrouver. Et le soir même, dans son rêve, elle discute avec ce cher. En fait, et le lendemain, il se voit, et il dit, ben voilà, je vous l'avais bien dit. Et en fait, il y a possibilité dans le monde réel. Et pour elle, ça change complètement son mm, rapport, en fait, à ce qui est plus seulement un objet d'étude. C'est-à-dire, elle a fait l'expérience intime d'une rencontre prédite, puis discuter après avec quelqu'un. Enfin, ça rend difficilement dans les cadres habituels. Et oui, donc, une certaine oui, façon d'essayer de faire avec oui, Sylvain aussi des maisons, c'est élargir, lui, il le dit parfois comme ça, c'est élargir le spectre des expériences légitimes. Et là, exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas juste une production subjective, une invention personnelle. Non, non, en fait, c'est quelque chose qui a une réalité pour beaucoup de gens, même si vous n'y croyez pas, vous êtes extrêmement sceptique, ça a une réalité pour beaucoup de gens. Maintenant encore, sur l'ensemble du globe et depuis très longtemps. Donc, élargir un peu le spectre des expériences qui peut faire objet d'études rigoureuses, d'études académiques. oui, puis c'est les études finalement qui sont quasiment les seules qu'on peut faire parce que il n'y a pas moyen aujourd'hui en tout cas. Et si on se place dans
perspective non matérialiste des choses, de faire l'expérience de la vue à la première personne de tout un chacun. Donc, on peut pas voir ce que les autres voient quelque part, hein. Donc, Théoriquement. c'est forcément un partage et une observation de l'extérieur, et on n'a pas d'appareil encore qui permettent d'avoir des études plus directes sur ce qui est expérimenté par chacun. Mais ça me fait penser à un point donc mis en avant par Damien Bron dans un de ses livres, donc, qui est venu le présenter pour vous Mm, sur la maison, où lui, il reprend, je pense, de Varela et d'autres personnes qui travaillent sur la phénoménologie actuelle, sur les expériences à la première personne. Et en fait, ce qu'il essaie aussi de dire, me semble-t-il, il n'est pas le seul, mais en France, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce cadre-là, c'est en fait qu'il est possible de vérifier le type d'expérience que l'on fait. C'est-à-dire, si on donne, ce qu'on essaie aussi avec la méditation, c'est de proposer une forme de cadre parfois, mm, mm, comme je l'ai dit précédemment, par rapport à beaucoup d'expériences, peut-être avec moins de cadres qui sont publiés dans la littérature, souvent qualifiée de New Age. Et en fait, dans cette littérature où plein de gens, ou des gens que je peux connaître, qui font beaucoup d'expériences dans les rêves, avec des choses invisibles, avec, en prenant des substances sacrées ou je ne sais quoi. Mais en fait, ce qui est délicat après, c'est qu'est-ce qui vous permet de vérifier le type d'expérience que vous avez fait, quel type de réalité ça a, et puis qu'est-ce que ça vous amène après, c'est-à-dire comment vous l'intégrez, comment vous l'incorporez dans votre vie quotidienne quand vous n'êtes plus dans cette expérience extraordinaire. Et en fait, une des richesses, me semble-t-il, de beaucoup de traditions, en tout cas ce que j'apprends un tout petit peu du côté du monde du bouddhisme tibétain et du Dzogchen, c'est aussi de pouvoir vérifier ces expériences. Donc ça, Mila Kelsey Rinpoche, par exemple, que vous avez aussi interviewé mm, beaucoup de choses là-dessus, pouvoir vérifier ces expériences en les comparant à la littérature traditionnelle, on pourrait dire, à ce qu'elle dit dans des textes depuis des centaines, voire plus d'années, et peut-être encore plus avec un maître, avec quelqu'un. Alors le terme peut-être fait peur ou n'est pas accepté par beaucoup de gens, mais quelqu'un qui a un mm. enseignant, un guide, un ami de bien, ami spirituel, compagnon spirituel, comme vous voulez l'appeler. Il y a plein de grades et de façons différentes de considérer ce qu'est le maître, mais qui vous permettra, lui ou elle ayant déjà fait ces expériences, et souvent à de nombreuses reprises, différentes des vôtres, mais peut-être avec des caractéristiques communes de la Mhm. même sorte, vous permettra peut-être de reconnaître en fait qu'est-ce qui vous est arrivé et donc de vous dire, en fait, ça, non, peut-être c'est pas très intéressant, on va avancer encore par là. Ça, par contre, t'avais pas fait attention, ou un élément que tu dis à ton maître ou que tu écris, en fait, il va te pointer et dire, ah, mais peut-être ça, en fait, c'est intéressant. Et en fait, sans ça, sans ces indications, ça serait complètement passé à la trappe, il n'y aurait Mhm. pas eu ça. Et donc là, ça permet d'avoir l'expérience à la première personne qui sont vérifiées et validées avec d'autres personnes qui ont des types d'expériences similaires à la première, à leur première personne également. Et ça, je pense, que c'est extrêmement important pour pouvoir cheminer ensemble. Mais c'est aussi tout l'intérêt des traditions et des traditions qui datent depuis longtemps, puisque finalement, il y a des textes qui sont gardés, il y a une conservation qui est faite de ces expériences, qui sont référencées, et de même d'avoir des traditions qui sont pas forcément les mêmes, mais on peut retrouver des correspondances entre différentes traditions. Ouais. Et donc après, bon, il y a dans certains courants, on peut aussi critiquer ce caractère où finalement on se réfère qu'à la tradition, mais c'est quand même, ça peut être considéré comme un moyen de contrôler ou de Mhm. vérifier ce qui se passe. Est-ce que je suis vraiment en train de vivre quelque chose d'authentique ou est-ce que c'est juste du On a délire? tendance à pouvoir se raconter beaucoup d'histoires, positives Oui. ou négatives aussi, hein. Mais voilà, à penser l'éveil, à penser quelque chose d'absolument exceptionnel. On a vu Dieu, quelque chose d'absolument exceptionnel nous apparaît. Ok, peut-être c'est exceptionnel, d'accord? Mais dans un cheminement spirituel gradé, plus ou moins balisé, ben, en fait, c'est plutôt tel type d'expérience. Ok, donc alors, tu peux la reproduire de telle et telle manière, mais peut-être tu peux la coupler aussi, ou l'équilibrer, ou la balancer avec d'autres expériences que tu vas faire. Et ça, à trouver tout seul, ah, pour moi, c'est absolument impossible. Et je pense que du coup, le cadre ou les structures, dans les voies traditionnelles, permettent ça. Alors après, vue de l'esprit, c'est pas ça. Vue de l'esprit, c'est avant, on pourrait dire. Enfin, moi, je le Mhm. présenterais comme ça. C'est avant l'engagement dans des expériences personnelles fortes au sein d'une tradition, mais ça peut accompagner, en fait, des gens qui ont des expériences, qui peuvent parfois se sentir un peu isolés et qui, en fait, en voyant des études rigoureuses, scientifiques sur le sujet, bah voilà, peuvent avoir d'autres idées, peuvent trouver un cadre et trouver du sens. Et ça peut peut-être aider, espérons, à continuer à
cheminer avec ces expériences, les raffiner, les préciser, les multiplier et continuer à avancer. Alors, pour revenir un petit peu sur Vue de l'Esprit et son catalogue, aujourd'hui, vous avez publié combien d'ouvrages à peu près? Alors là, on a publié 8 livres pour le moment. C'est très confidentiel C'est petit, on commence, ouais, mais voilà, les choses sont là. ouais. Après, on fait ça de façon absolument bénévole hein, pour le moment avec Sylvain. On a quand même pas mal d'autres activités à côté. Je vous ai pas parlé des autres activités. Des activités. Ah ben, je veux bien que vous me parliez de ça. Et bah alors, une, c'est de nouveau avec Damien Bron, Philippe Cornu, sous la direction de Mila Kinsey-Rinpoché, Mhm, un projet sur le Dzogchen, mais mhm. peut-être qu'ils vous en ont déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne suis plus sûr, qui s'appelle Dzogchen Today. Ah oui, Donc on participe à ça comme on peut, en écrivant des petits textes de blog, en faisant quelques podcasts aussi, audio et bientôt vidéo, ah, puis très bien. en participant à un peu à de la traduction. Ça, c'est un autre ami, Paul Baffier, qui fait beaucoup. Il y a Vincent, Niels, d'autres personnes qui participent. Donc, on a un comité de traduction, donc on essaye aussi de proposer petit à petit, on avance doucement, laborieusement, je dois bien avouer. Donc c'est la traduction du tibétain au français? Tibétain en français et anglais aussi, mais on Et donc, favorise vraiment. vous connaissez le tibétain? C'est un grand mot, j'apprends. Ah, d'accord. Je lis, j'apprends, oui, oui. Ça prend du temps. Ça J'ai fait j'ai- partie du travail de thèse. j'ai commencé les cours de tibétain il n'y a pas longtemps, là. C'est costaud, hein. Ouais, il faut un peu une étape, un coup de boost comme ça. Ça me rappelle les cours de latin, un peu. Après, c'est une activité au long cours et ça peut être très Ouais. utile au sens où il y a peu de travaux qui sont publiés en français. En fait, pas mal le sont en anglais. Il y a pas mal de traductions en français depuis l'anglais, Mm, mais mm, vraiment des ouvrages faits du tibétain directement en français avec un vocabulaire qui convient un peu à la mentalité actuelle, on pourrait dire. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, je sais que chez Almora, il y a un certain nombre de choses qui sont publiées. mm. Mais voilà. Et un autre des projets, c'est un projet d'accompagnement à la mort. Ça s'appelle Oui, Ultimate Care Project. Peut-être, je sais pas, vous pourrez mettre la description si vous voulez. je mettrai. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Euh, mais c'est un projet qui vise à l'accompagnement à la mort, qui aura lieu en Belgique Mhm. et qui est encore à sa phase préliminaire. Alors, je suis pas censé vous présenter ça publiquement comme ça, donc je vais pas Ah, dire grand-chose. C'est encore un petit peu en voie de constitution, mais on fait des événements. Vous pouvez aller sur le site qui s'appelle les temps morts. Et puis, Mila Kinsey-Rinpoché reviendra enseigner plus ou moins régulièrement. Et en fait, une des spécificités, nous semble-t-il, en commençant à travailler avec les soins palliatifs, en Belgique francophone surtout, c'est de mettre en avant le fait que, en fait, il est peut-être possible de connaître quelque chose de la mort, mais pas seulement sous son aspect médical, physiologique, mais aussi intime, interne, spirituel. mhm, Comment la personne qui meurt vit, et par le fait de savoir des choses sur ce qui s'y passe, donc qui viennent surtout des traditions himalayennes, c'est une mhm, forme, pourrait-on dire, d'adaptation pour les besoins actuels des enseignements traditionnels dzogchen et bouddhistes. Par le fait de pouvoir savoir ce qui se passe au moment de la mort, bah, de s'y préparer. Donc ça, c'est quelque chose qui socialement semble un peu bizarre, mais une des spécificités du projet, donc avoir un lieu, des formes d'accompagnement sur place pour venir y mourir et se préparer à ça avant, quelques années, voire décennies avant, en recevant des enseignements, en mettant en place des exercices. Voilà. Et donc, il y aura un cursus qui, dans les temps à venir, certainement sera monté. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site et à voir les événements temps morts que l'on organise. Ça me fait penser à la citation vivre, c'est apprendre à mourir. Euh, Exactement. donc, je sais que ça devait être tous des premiers trucs que j'ai entendus en cours de philo. C'est quoi, c'est Socrate ou je sais plus. Hmm. La tradition, mais on retrouve ça dans plein de traditions. Et effectivement, en fait, c'est aussi se dire, c'est pas parler de la mort, c'est pas morbide ou c'est pas triste. C'est en fait, c'est notre condition, c'est une des choses dont on est à peu près certain, une des rares, on va mourir. Selon le point de vue de ces traditions, c'est peut-être arrivé à un nombre incalculable de fois avant, mais ça, c'est le point de vue de Hmm. la tradition, dira-t-on.
Mais comme c'est un événement assez certain et capital de cette existence, c'est peut-être pas mal d'y passer un peu de temps plutôt que de se trouver complètement démuni, désemparé au moment où ça arrive, au moment où il est un peu tard, où on est déjà très malade. Et c'est du coup difficile à ce moment-là de mettre en place une réelle pratique. Donc c'est bien peut-être de se préparer avant. Mais pour ça, il y a tout un travail aussi de... Je sais qu'en France, en ce moment, il y a pas mal de réflexions sur la fin de vie, euthanasie. Bon, ça, ces débuts-là ont eu lieu il y a une vingtaine d'années en Belgique. C'est aussi pour ça que ce projet a plutôt lieu en Belgique, parce que le Oui. contexte fait qu'il est beaucoup plus possible, beaucoup plus facile d'en discuter publiquement. Et puis les gens qui travaillent dans les institutions hospitalières, dans les soins palliatifs, sont plus ouverts à cette question. Et donc, il est possible, ouais, de pouvoir se préparer à ça. Et ça nécessitera une forme ouais, de changement de perspective sur ce qu'est la mort et donc pouvoir en parler publiquement. Mais je vois de plus en plus, il y a des ouvrages qui sortent sur ça, il y a des groupes de réflexion, des cafés, des discussions sur la mort, des ouvrages académiques. Il y a eu Vinciane Després, donc qui fait partie du conseil scientifique, qui a fait la préface d'un des livres, qui a aussi publié un livre sur le sujet Au bonheur des morts, de l'édition La Découverte, qui a beaucoup plu à comment les morts se manifestent encore auprès des vivants une fois qu'ils sont partis. Donc on sent, après le Covid, me semble-t-il, que c'est un sujet qui est un petit peu revenu dans la sphère publique. Mhm. Avec la réflexion sur la fin de vie en France, je pense que ça arrive. Mais voilà, il y a encore il y a beaucoup de débats et donc c'est bien qu'on en parle, me semble-t-il. Et voilà, ce que dit aussi ce projet par les traditions venant de l'Himalaya, c'est de dire en fait, il est peut-être possible d'en savoir quelque chose et il est peut-être possible de s'y préparer. Discutons-en. Et donc là, on reste quand même dans l'invisible. Enfin, Tout à fait. pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est revenu pour nous expliquer exactement Ah, comment ça se passait. peut-être Christine l'admirable. Le Alors, bah, premier est-ce livre. que vous pourriez parler un petit peu de ce livre? Donc ça, c'était le premier, puis écrit donc par Sylvain Piron, mon collègue en tant qu'éditeur, et là qui a un peu mis au jour une figure euh, pré-Béguine, donc avant les béguinages en Belgique, vers 12e, 13e siècle, dans des régions entre, on va dire, Liège et Louvain, Leuven. Et c'est une jeune femme, pour le dire très brièvement, à qui il arrive quelque chose d'assez extraordinaire, au sens où précisément, elle meurt, elle passe pour morte en tout cas, et lors de sa messe d'enterrement, les récits disent qu'on la voit monter, puis elle revient. Et par la suite, elle fait récit de ce qu'elle a vu. Qu'elle a vu en enfer, purgatoire et au paradis. Et le fait d'avoir été obligée de revenir sur Terre pour purger, pour purifier l'âme des personnes autour d'elle dans ce diocèse. Et donc, Sylvain fait une description de cette vie assez palpitante. Nick Mhm, Cave a même fait une chanson à propos d'elle. Christina the Astonishing, donc Christine l'Admirable. mhm, Et donc il fait une traduction depuis les manuscrits latins. Donc là, c'est là où on voit que c'est vraiment scientifique, dans le sens où, par exemple, là, c'est une collection, c'est-à-dire rassembler tous les manuscrits latins qui existent de cette vie, les comparer, voir les coquilles, les erreurs, qui a été écrit avant quoi, quelles sont les traditions manuscrites. Et une fois qu'on a un manuscrit de base en latin critique qui est fait, faire mhm, la traduction en français de cette vie admirable. Puis après, un commentaire de ça remise en contexte historique, remise en contexte anthropologique. Historique, par exemple, par le fait que le purgatoire, c'est une théorie qui se développe à ce moment-là. Donc, c'est intéressant qu'en fait, elle fasse ce type d'expérience au moment même où théologiquement, c'est des mhm, discussions. Et anthropologique, par exemple, en faisant des comparaisons, donc il ose certaines comparaisons vers le monde tibétain, par exemple, avec le statut des délocs, par exemple. Ce sont souvent des femmes aussi, qui, pareil, se trouvent en état cataleptique, qui ne bougent pas pendant quelques jours, voire semaines, mhm. qui disent avoir visité, donc non pas là forcément paradis, enfer, purgatoire, mais les champs purs, et qui reviennent pour les vivants avec certains types d'enseignements. Donc voilà. Et par exemple, un des premiers titres qu'on a publiés. Et donc là, bah, il y a une forme de traversée de la mort, quoi. Après, chacun doit se faire son opinion. Et de nouveau, aussi, une des caractéristiques, me semble-t-il, des ouvrages de Vue de l'Esprit, c'est de ne jamais trancher Mhm. quant au statut de ce type d'expérience, quant à un type de réalité de ces expériences. C'est-à-dire essayer de conserver une forme de, pas forcément de neutralité un peu sèche comme ça, mais plutôt Mhm. bienveillante. C'est-à-dire, OK, on se prononce pas, on avance les faits, on fait une critique des points de vue contradictoires,
Et on propose ça aux lecteurs, aux lectrices, pour se faire sa propre idée, donc être Mhm. un peu bienveillant, dans une forme de suspension de jugement quant à la réalité ou non de ce type d'expérience. Pas de rire sceptique déjà entendu sur c'est du délire, ce qu'ont pu faire un certain nombre de personnes à propos de la vie de cette sainte, Christine, mais de dire, bah non, en fait, on peut peut-être prendre ça de alors il y a peut-être des exagérations, c'est de la géographie, il y a ça qui a été rajouté après, mais en fait, reste un corps, un cœur, qui nous fait dire qu'il y a peut-être quelque chose d'assez Mhm. particulier qui s'est passé là. Bon, après, à chacun de se faire sa idée, mais si ça peut inspirer, peut-être déjà le pari est réussi. Donc ça, c'était le premier titre qu'on a sorti, par exemple. C'est admirable. Et alors, quel autre titre auriez-vous là envie de nous Hum, présenter pour nous donner envie encore ouais. plus d'acheter tous les titres Les de titres, Vue. voilà. Donc, il y a eu celui de Damien Bron, donc Au travers du visible, ça, Ah, celui-là, je l'ai lu. vous l'avez déjà interviewé. Il est extra, franchement. En plus, il y a des images. Voilà, de très belles représentations. Et il y aura peut-être, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Vue de l'Esprit, il y a des petites Mhm. vidéos de présentation où les auteurs parlent de leurs livres, on met quelques extraits, tout ça. Et il y aura peut-être un type de, voilà, d'image, peut-être une suite dans son Mhm. travail. On a déjà fait une réédition avec de nouvelles images, donc n'hésitez pas. Si vous avez la première édition, il y a une deuxième La édition deuxième. avec coquilles corrigées et nouvelles images. Donc ça, c'est que des amis artistes, hein, pardon. Et donc comme c'est un travail sur l'art et sur le regard, on a mis des reproductions dedans. Donc Christine l'Admirable, on a parlé. Juste en deux mots, celui-ci, parce que les gens aiment bien, souvent c'est sur les maisons hantées. Ah oui, Laurie de la ça a Place. dû bien partir, ça, pour Halloween, non? Voilà, ça marche assez bien. Vinciane Després qui fait la préface. Et donc c'est une étude sur une étude, ou comment dire, c'est une enquête sur les enquêteurs. C'est-à-dire que c'est Hmm. une étude faite sur une société d'études psychiques, c'est-à-dire des gens qui sont souvent assez sceptiques, rationalistes, critiques, et qui vont, fin 19e, début 20e, en Angleterre, étudier ce qui se passe dans des maisons dans lesquelles il y a des phénomènes étranges que les gens n'arrivent pas à expliquer, leurs médecins de famille n'arrivent pas à expliquer, d'autres n'arrivent pas à expliquer, donc ils font appel à cette société. Et il fait une enquête avec enfin, des lettres des personnes, vraiment des cas particuliers, des cas concrets, pour essayer de qualifier le type d'apparition que serait ce qu'on appelle fantôme, et qui peut-être selon lui appartient, comme il dit, à la texture des lieux mêmes dans lesquels se trouvent les gens. Donc Hmm. ça marche assez bien. Il me semble que vous avez vous-même commencé à lire Ouais. celui-ci, Ah, en fait, Alice j'étais Gorman. attiré par le titre au départ, Le feu de la présence. Bon, moi, Ah, le feu, ça m'a évoqué tout mot tout de suite, mais bon, c'était pas ça. hmm. Mais j'ai beaucoup aimé la posture qui est faite de comment se fait, enfin, comment est-ce qu'est étudié le phénomène de la croyance Tout à fait. et que c'est pas forcément quelque chose c'est pas une évidence la croyance, c'est pas quelque chose qui Non, tombe du ciel et il y a voilà donc et, exactement. et puis le rapport donc on en discutait avant l'interview, mais la distance qui est prise par rapport à ces phénomènes, mais qui est pas une distance un peu hautaine par rapport à Mhm. ça, mais juste une distance d'observateur. Oui, tout à fait. Et elle dit elle-même, voilà, je n'écris pas ça en sceptique dans le sens où j'ai envie de critiquer négativement. Alors, c'est pas ce que veut dire le terme sceptique, mais comme ça que souvent il est compris. Mhm. Elle dit, j'écris pas non plus en tant que croyante, en fait. Là, j'écris en tant qu'anthropologue, et donc c'est une certaine position de neutralité. C'est un des avantages, ça peut être critiqué, hein, un des avantages de la position scientifique, de neutralité axiologique, comme on dit dans le jargon. De neutralité quant aux valeurs à donner à la réalité ou non, à l'existence Mhm. ou non des objets étudiés. Et donc, je pense qu'elle fait ça de façon, ouais, assez intéressante. Ça peut bousculer, et c'est ça qui me semble aussi bien pour des gens qui sont déjà pratiquants, déjà sur un chemin. Mhm. Bah là, en fait, il y a quelqu'un qui vient faire une étude sur ce qu'elle appelle l'anthropologie de l'esprit, c'est-à-dire aussi comment les gens se représentent leur propre esprit et comment, en fait, ils font par leur pratique pour faire devenir réel, Mhm. invisible qu'ils convoquent. Le terme en anglais, le titre en anglais qu'on a pas mal modifié, c'est How God Becomes Real. Donc, comment Dieu devient ou se fait réalité. Et en fait, elle dit, comme vous avez dit au départ, que il n'y a pas d'abord la croyance en des dogmes, Mhm. absolument sûr de ça, borné, certain, et puis après on fait les pratiques qui en découlent. Elle dit non, non, en fait c'est peut-être le rapport inverse qui sera intéressant de questionner, c'est-à-dire qu'en fait il faut faire beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, en vue de croire, c'est-à-dire de être certain
du caractère réel, de la présence des êtres qui sont évoqués, un dieu, des esprits. Et ça se fait par des techniques de méditation, de prière, dans Mhm. lesquelles on se plonge complètement, on travaille son imagination pour faire advenir la réalité invisible qui est convoquée et la rendre présente en plus de s'assurer d'une certaine façon de sa propre Mhm. croyance. Donc elle dit, ça demande effectivement beaucoup d'efforts. C'est pas la croyance est donnée et puis après on fait les pratiques. Donc en fait, il faut beaucoup de pratiques aussi pour s'assurer des croyances. Et donc, elle ensuite fait de bonnes études sur me semble-t-il, sur le type de représentation de l'esprit que ça présuppose. Souvent, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, notre esprit, c'est à nous, c'est fermé, quoi. Mhm. Elle part de la porosité, du caractère plus ou moins poreux de l'esprit entre intérieur et extérieur. Il est donc plus ou moins passé les invisibles dans notre propre intériorité ou dans notre Mhm. perception de la réalité. Et elle fait ça de façon intéressante dans le sens où cet ouvrage qui est à la fois très académique, très érudit, et en même temps très facile d'accès, qui est un peu Mhm. une synthèse de plein de ses travaux qu'elle a fait précédemment sur l'entente des voix. Et là, elle reprend plusieurs de ces terrains, comme on dit, en bonne partie les chrétiens évangéliques américains, mais aussi des gens des sociétés de witchcraft, de magique ou de sorcellerie en Angleterre, ou certaines communautés zoroastriennes en Inde, et elle Mhm. compare un peu leur type de pratique et leur type de représentation de l'esprit pour trouver certaines choses communes, quoi. Et de nouveau, le caractère essentiel du fait de se plonger dans un paracosme, c'est-à-dire dans un monde, un cosme, un monde cosmos, para qui est Mhm. à côté du monde tangible. Et puis elle fait d'intéressants parallèles avec, donc c'est pas seulement ça dans les traditions, on trouve, mais en fait, si vous lisez un livre, si vous regardez un film, elle prend l'exemple, me semble-t-il, de Tolkien, un exemple personnel aussi qu'elle met en avant, en fait, se plonger dans un roman, se Mhm. plonger dans un monde imaginaire, c'est un travail d'imagination active qu'on trouve dans plein de pratiques chamaniques aussi. Charles Stepanov, par exemple, un livre qui était assez connu à parler de ça. Et en fait, ça, peut-être, ça a des caractéristiques structurelles en partie communes avec le fait de se plonger dans certaines scènes bibliques, de Mhm. s'imaginer être présent avec le Christ, de s'imaginer être présent avec ses apôtres dans certaines activités. Et en fait, par la prière, se plonger dans cet aspect imaginaire de l'esprit pour faire devenir réel pour soi, que ce soit des entités invisibles, ou que ce soit des prophètes du passé, ou là, c'est pas, elle met pas ça à égalité, mais elle donne l'exemple de la littérature qui peut-être concerne encore plus de monde. En fait, il y a peut-être des choses communes qui font que ce qui est fait par les croyants, les soi-disant croyants ou les pratiquants, en fait, c'est peut-être fait aussi par beaucoup d'autres personnes. Et ouais. Donc, je pense que son livre est Ouais. assez intéressant aussi pour avoir un aspect externe, comme vous avez dit, bienveillant, sur qu'est-ce qu'on fait en fait quand si vous pratiquez du bouddhisme Vajrayana ou Mais c'est ça, moi, ça me fait beaucoup penser au tantrisme tibétain, où finalement, bah, il y a clairement une création qui est faite voilà. de représentation ou même certaines traditions bouddhisme ancien où il y a des travaux sur la concentration profonde Mhm. qui induisent des phénomènes de vision alors, selon les pratiquants, selon d'où ils viennent, les visions ne seront pas les mêmes. Mhm. Et donc, finalement, l'interprétation qui sera faite de l'expérience sera différente. Donc, c'est assez fascinant comme sujet. Pardon, j'ai le chat qui commence à monter. En général, c'est que Et qui veut aller manger. ouais, Qui c'est dit toute la assez. journée. C'est toute la journée. Euh, ouais, C'est c'est un un des bouquin. tips, par exemple, donc n'hésitez pas à aller voir. Ouais, là, il est vraiment. Très Alors, bien. je l'ai pas terminé parce qu'il est quand même costaud. Il est facile d'accès, certes, mais bon, faut quand même. C'est une, c'est C'est une pas un des roman. pas un roman, mais c'est une des autres caractéristiques, me semble-t-il, de Vue de l'Esprit, c'est qu'à la fois on essaye de faire donc, des choses qui sont académiques, c'est-à-dire que on pourrait dire inattaquable du point de vue scientifique. C'est vrai. Mhm, Ça, c'est aussi une chose à laquelle on tient, mais qui essaye en même temps d'être le plus large public possible, mhm, y compris dans la forme. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de faire attention à l'écriture, là, par exemple, dans la traduction qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit agréable à lire. mhm. Que ce soit comme bon, c'est pas un roman, mais que ce soit un type de récit, que les phrases soient facilement compréhensibles, qu'il n'y ait pas trop de jargon, que ça C'est puisse. fluide et ça se lit. C'est vrai qu'il y a certaines traductions qui peuvent être un peu pénibles à lire. Et là, c'est pas du tout le cas. Enfin, ça aurait pu être écrit en français. Donc, Merci beaucoup pour la bonne traductrice et les relecteurs. c'est ce que Donc, c'est je. ça, une des autres caractéristiques de l'esprit, c'est au niveau des formats.
à la fois ils sont variés, en même temps on essaie de Mm. faire attention autant que possible à la qualité littéraire, que ce soit tout de même bien écrit, que ce soit qu'on a envie de le lire, quoi. Que ce soit pas rebuté par le vocabulaire trop technique. Alors, c'est bien écrit, mais c'est pas que bien écrit. Je faisais la remarque tout à l'heure. L'objet livre en lui-même est Mhm. assez. Bon, moi, je le dis assez souvent, mais je suis assez fétichiste des livres. J'aime ça. Mhm. Chacun son truc. Euh, et franchement, c'est super d'avoir un joli livre qui, quand ça s'ouvre, le dos ne soit pas abîmé. Exactement, c'est Que spécifique reliure Otabine. voilà. Donc c'est vachement bien. Et il y a même la reliure qui est de la même couleur que la Le couverture. fil de reliure, Ouais, ouais. c'est ça. Alors, il faudrait tomber dessus, mais je sais pas si je vais tomber dessus comme ça. Mais le fil, ouais, qui relie les différents livrets, et se veut de même couleur que... Du coup, ça donne vraiment une valeur à l'objet qui donne envie de le lire, en fait. Et c'est un peu ça, parce que, voilà, voilà, là, c'est rose. Ouais. Comme la couverture. Et, euh, et donc, est-ce qu'il y a d'autres ouvrages dont vous souhaitiez parler? Bah, il y a celui de... Enfin, je vais faire un petit tour. Bref, hein, Mhm, Giulio Busi. Donc ça, c'est un auteur italien, spécialiste du monde juif, de la Kabbale de la Renaissance surtout. mhm, Et, euh, et qui a, dans ce petit livre, très court, rapide à lire, mais en parallèle, enfin, différentes sources à propos de la notion de, on pourrait dire, de prévision, prémonition et mhm, synchronicité. Donc à la fois dans les grandes traditions chinoises, indiennes, arabes, grecques, sumériennes, mais également dans la littérature moderne, il y a chez Shakespeare, chez Kafka, mais mhm, également chez des amis à lui. Et il montre un peu la récurrence de certains phénomènes, à la fois dans la littérature traditionnelle très ancienne, dans la littérature moderne, voire contemporaine chez certains auteurs, et chez ses propres amis. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir un peu la pérennité peut-être de ce type de phénomène. Donc là, c'est très court, ça se lit très bien, une partie de traduction littéraire. Et puis, qu'on a publié en même temps, l'ouvrage sur Proust, Proust voyant ah, de Bertrand Méheux. Donc Bertrand Méheux, peut-être certains de vos auditeurs, auditrices connaissent, il a déjà publié beaucoup de choses, lui, sur les mondes invisibles, sur le magnétisme, sur la voyance, qui est déjà très reconnu dans ce milieu. Et là, c'était, de façon, semble-t-il, inattendue sur Proust, Proust de voyant, et les capacités, en partie médiumniques, télépathiques, de clairvoyance de mhm, Proust, selon les récits même de ses amis, de ses proches. Aussi, la façon dont il avait de se mettre pour écrire, les milieux dans lesquels il évoluait, en fait, aussi, les grandes voyantes qu'il pouvait côtoyer dans les salons parisiens, et puis il y a la représentation de l'esprit que donnaient à ce moment-là les doctrines médicales, euh, mhm. psychologiques, ce qui s'appelait le polypsychisme français, bien avant, enfin, avant, en fait, que la psychanalyse telle qu'on la connaît avec Freud prenne le dessus, aussi dans l'interprétation littéraire de Proust. En fait, il y avait une forme haute de représentation de l'esprit, qui fait que Proust peut être une des personnes qui, au XXe siècle, ouais, on a donné des descriptions très précises et qui méritent peut-être d'être placées à côté des gens comme Bergson ou William James dans les grands Mhm. explorateurs de l'esprit au début du XXe siècle, quoi. Donc ça, Bah, c'est un des autres titres déjà, ça, c'est dans son un, contexte. un explorateur de sa propre mémoire Voilà. bon, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais finalement, l'entraînement de la mémoire et donc le fait de revenir en arrière, de se demander qu'est-ce qui s'est passé juste avant, et de remonter, 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 ça permet Exactement. aussi d'induire des phénomènes qui sont pas forcément communs à tout le monde. Et je parle de ça parce que c'est l'une des portes d'entrée que j'ai eues pour entrer dans le yoga du rêve. C'est Mm. un exercice tout bête hein, de faire sa journée à rebours, c'est-à-dire le soir, de Ouais. s'imaginer, de se dire qu'est-ce que j'ai fait juste avant et juste avant. Et en fait, ça permet de déclencher des souvenirs de ses rêves et puis d'autres choses. Est-ce que c'est des vrais souvenirs ou pas? Mais finalement, et ça permet aussi de se souvenir qu'on rêve Mhm. et finalement d'être conscient qu'on rêve quand on est en train de rêver. Et donc, c'est vrai que Proust, euh, alors, est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est... Mm. Bon. Mais j'ai Et l'impression il avait un travail sur sa mémoire assez important. ouais, tout à fait. Et comme on publie à chaque fois les ouvrages
par deux, ils sortent les deux en même temps. Mhm. Souvent, on essaye, il y a plein de critères à prendre en considération, mais faire en sorte qu'ils se répondent. Et là, si vous parlez justement de la mémoire et du temps, si Proust, c'est pour l'aspect du rapport au temps au passé, à ce Mhm. moment-là, Bousy, c'est le rapport du temps au futur, quoi. Et on pense aussi à chaque fois nos livres de façon équilibrée pour qu'elles se répondent tant au niveau des thèmes qu'au niveau, enfin, du type de contenu qui est proposé. Parfois plus académique, parfois un peu moins académique. Donc ça, c'est les derniers livres qui ont été Non, ça publiés? c'est pas, ça c'est les avant-derniers. Les tout derniers, D'accord. ceux que je vous ai montrés, Ah donc oui, c'est ça. Mohamed Mermesian et Talal Assad. Donc là, ça semble plus académique, mais celui de Mohamed est très très accessible. Celui d'Assad est un peu plus académique, mais Mhm. c'est fondamental pour les études qu'on appelle souvent post-coloniales ou décoloniales. Le travail d'Assad n'avait pas du tout été traduit en français, alors que c'est celui qui est à la base, on pourrait dire, de ce type d'études, qui a beaucoup D'accord. influencé d'autres auteurs, comme Edward Said, par exemple, qui est beaucoup plus connu, ou Frantz Fanon aussi. Mais c'est lui qui, en fait, à partir des années 70, enfin 70, pardon pour mon belgicisme, euh, a donné les bases, en fait, de ces études qui consistent, pour partie, à questionner le statut asymétrique de, par exemple, lui, sa position d'anthropologue vis-à-vis du Mhm. terrain qu'il étudiait. Donc, de voir, en fait, comment tu te rapportes au soi-disant terrain, aux personnes et aux traditions que tu étudies, dans quelle position tu te places, et surtout, en fait, quelle est la structure politique et historique au sein duquel toi, en tant qu'individu scientifique, anthropologue, tu arrives. Donc, en fait, en fonction aussi des rapports de pouvoir qui ont eu lieu entre les États ou les empires, la position même du scientifique qui vient étudier son terrain, elle est déjà extrêmement balisée. Mhm. Du coup, ce que tu rencontres, ce que tu viens étudier, c'est aussi déjà extrêmement marqué par les rapports politiques coloniaux qui ont eu cours auparavant. En fait, tu vas pas avoir les mêmes récits ou la même description, même des structures sociales des gens, des récits qu'ils peuvent faire de leur tradition. Si, par exemple, un groupe est déjà complètement dominé par une puissance coloniale, ou s'il est encore en lutte et en résistance, par exemple. Et donc Assad est vraiment connu, c'est pour Mhm. ça qu'on voulait vraiment le publier, pour sa critique de la notion de religion. En fait, c'est un Mhm. des premiers qui a questionné ce terme de religion, d'où ça vient, quelle est son histoire, pas pour s'en débarrasser complètement, mais pour dire en fait c'est une production spécifique, une histoire européenne, chrétienne, spécifique, avec ses caractéristiques. Et en fait, le terme même à lui, même si on garde le même mot, a lui-même évolué quant à son sens au sein d'une seule tradition, qui est la Mhm. tradition chrétienne. Et en fait, si on prétend l'apposer ou l'utiliser tel quel pour étudier d'autres traditions comme l'islam, dont lui parle beaucoup, à ce moment-là, on manque énormément de Mhm. phénomènes. Et donc, c'est aussi une façon de questionner l'histoire des concepts. Alors, comment ceux-ci se sont formés? Qu'est-ce qui permettent de voir? Qu'est-ce qui permettent de pas voir lorsqu'on les utilise? Et à la place de religion, il préconise plutôt de parler de tradition Mhm. discursive. Ça a plein d'autres implications. Mais en vue spécifiquement de parler d'islam, mais je pense qu'on peut largement aller au-delà de ce qu'il propose. Donc ça, c'est les ouvrages de base. Donc on a fait des interviews avec Talal Assad que Mohamed connaît, qui ont Mhm. travaillé à Columbia, Université Columbia à New York ensemble. Et donc, il y a un petit mot d'introduction d'Assad qu'on a mis en forme, qui présente chacun des textes. Il y a une introduction de Mohamed après. Il y a même à la fin une autobiographie d'Assad parce que son histoire est très intéressante. Mère saoudienne, papa juif autrichien converti à l'islam. Après, ils sont allés en Inde. Il a participé à la fondation du Pakistan, travaillé à l'ONU pour ça. Et lui, Assad est envoyé en Angleterre, enfin, il va faire ses études en Angleterre et il découvre en fait la modernité, genre la terre de la liberté. Mhm. Il découvre un peu, il doit faire face au racisme aussi envers lui, son nom, d'où il vient, ses parents. Puis il va aller faire ses études au Soudan. Et là, il commence à questionner un peu en fait, le rapport de l'État britannique avec le Soudan, quelle place lui il a, comme je disais précédemment, en Mhm. tant qu'anthropologue pour faire ses études. Et de là, il a vraiment commencé à mettre en question aussi ah oui, ces phénomènes également de conversion. Il y a un petit Mhm. article sur la conversion à la modernité. Parce qu'on parle toujours de conversion à une tradition. Mais en fait, beaucoup de traditions se sont converties à la modernité. Et donc, il essaye, pour déprovincialiser, pour Mhm. ouvrir, enfin, montrer la spécificité de la perspective moderne et séculière. Et pour faire ça, il essaye enfin, oui, de questionner quels sont les cadres, en fait, dans lesquels on réfléchit. Et par exemple, le fait que toute la réalité, et ça, je pense qu'on peut l'appliquer sur l'ensemble de l'esprit, que toute la réalité commence à la naissance, s'arrête à la mort, soit juste perceptible par les cinq sens. Et c'est ça qui est réel. Le reste, c'est subjectif. Et ce qui est subjectif, nous, anthropologues, scientifiques, blancs, européens, on doit l'interpréter. Parce qu'en fait, il y a un truc Mhm. inconscient. Il y a des structures sous-jacentes qui permettent d'expliquer ça. En fait, voilà. Et donc ça, c'est une des choses que lui essaye de mettre en avant, qui, je pense, recouvre vraiment bien le travail plus général de Louis L'Esprit. On fera peut-être un autre travail par la suite
sur ce qu'il appelle le sécularisme de cette théorie Mhm. politique. Là, on voulait vraiment mettre en avant ces grands articles anthropologiques majeurs de base, quoi. Et puis l'autre, le dernier, Mhm. qui reprend beaucoup de choses qui ont été faites par Assad, dans le sens où l'écriture d'Assad peut être assez exigeante, c'est très subtil et pas forcément facile de pouvoir distinguer au premier abord ses thèses, on va dire. Mhm. Là, Mohamed fait de très très bons résumés de ses thèses en mettant en avant quelque chose qui lui semble peut-être manquer chez Assad, dans le sens où Assad a vraiment fait aussi beaucoup d'études sur l'aspect éthique, l'aspect de, enfin, dans une tradition, le fait de pouvoir pratiquer des vertus, la mise en Mhm. forme du corps, comment on travaille sur la prière, en utilisant des travaux même de gens plus connus en France comme Foucault, de Certeau. Mais en fait, peut-être qu'il a mis de côté lui-même un aspect qui peut-être personnellement l'intéresse pas forcément, mais que Mohamed a souhaité, on a travaillé ensemble pour ça, remettre plus en avant, c'est au-delà de l'aspect éthique. Quand on discute avec ces gens de tradition, par Mhm. exemple pour l'islam, mais ce serait la même chose peut-être pour le bouddhisme ou pour d'autres choses. En fait, ce qui est central à la vie de beaucoup de pratiquants et pratiquantes, c'est cet aspect ultime. C'est Dieu. C'est l'aspect absolu. Et en fait, de faire des études qui prennent pas en considération le centre même du discours et potentiellement de la vie de ces gens, c'est en fait dire, enfin, ou qu'ils n'ont pas compris ce que eux-mêmes ils sont en train de vivre, ou que Mhm. toi, en tant qu'étudiant ou anthropologue, tu prétends mieux comprendre que eux-mêmes ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, il fait une très bonne synthèse des thèses d'Assad en mettant en avant donc ce qui est appelé dans ce livre par métaphysique. Mhm. Donc, c'est là où on revient sur le rêve, des rêves dans le soufisme. La métaphysique regroupe, je dirais, plusieurs aspects, à la fois l'aspect formel subtil, donc les êtres des rêves, les fantômes, les djinns, et ce qui est au-delà de ça, ce qu'on est la source ou la base, qui est non formel, au-delà de l'espace-temps. Et donc, ce qu'on voulait faire avec cet ouvrage, c'était de faire dialoguer deux grandes traditions, à Mhm. la fois les études décoloniales, postcoloniales, beaucoup plus avancées dans le monde anglo-saxon, et des choses plus connues ici. Peut-être certains auditeurs, auditrices auront lu ou connaîtront les travaux de Philippe Descola, de Bruno Latour, tout ce qui s'appelle le tournant ontologique, qui ont essayé un peu de remettre en perspective la tradition spécifique du naturalisme, comme dirait Mhm. Descola, la spécificité de la vue moderne des Européens. Mais ces deux courants, en fait, n'avaient pas vraiment dialogué. Donc là, c'est déjà aussi quelque chose de complètement nouveau que d'essayer de les mettre ensemble. Et puis, si dans ces études anthropologiques actuelles, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les non-humains, mais sur les animaux ou sur les champignons, et Mhm. beaucoup de choses là-dessus. Ok, on commence un petit peu à arriver aux djinns, aux fantômes, aux esprits doucement, mais alors pour parler d'Allah, pour parler de Dieu, pour parler de l'ultime, alors là, on n'y est pas encore tout à fait. Mhm. Et donc c'est aussi une façon doucement, me semble-t-il, enfin, ce serait une de mes interprétations, que d'introduire cet aspect ultime, cet aspect absolu, cet aspect proprement métaphysique, je dirais, dans des études qui n'ont pas forcément pris en considération ni donc celles des coloniales postcoloniales, ni celles du tournant ontologique et de travaux sur les non-humains. Donc ça, c'est aussi un peu des propositions qui est faite dans ce livre, avec vraiment au cœur la prise en considération sérieuse, l'écoute réelle de ce que disent les traditions. Mhm. C'est-à-dire ne pas prétendre mieux connaître et pouvoir interpréter mieux la pratique et la vie des gens que tu vas étudier. Déjà, même et se questionner sur cette posture. C'est C'est-à-dire que difficile hein, de ne pas avoir cette posture. c'est difficile, bah, c'est quand même plusieurs siècles. Mhm. Et un des points majeurs aussi, et qui recoupe enfin, des choses auxquelles j'avais pensé déjà quand je quittais un peu les milieux plus politiques et tout ça, c'était aussi de dire, en fait, peut-être qu'il y a des ressources majeures dans les traditions, et au sens où euh, il y a une étrange caractère synchrone un peu bizarre entre, pour être sur des considérations très générales, entre la diminution drastique des pratiques religieuses du christianisme, par exemple, en Europe, Mhm. et le début de l'industrialisme. Et en fait, le fait Mhm. d'avoir vouloir mettre le ciel sur terre, on pourrait dire, ou le paradis sur terre, donc vouloir réaliser la révolution, la justice pour tout le monde, les mouvements de gauche, la justice sur terre, l'égalité commune pour tous. À partir du moment où on essaie de ramener le ciel sur terre, si on veut jouer avec les mots, on va dire, c'est là où on commence à faire de la terre un enfer. C'est-à-dire, c'est à Mhm. partir de ce moment-là que commencent les pratiques extractivistes du charbon et que commence à se mettre en place ce qu'on va appeler maintenant les bouleversements climatiques, les problèmes climatiques. Et en fait, il me semble qu'il y a quelque chose aussi à articuler entre la place des traditions et la place de la spiritualité et les problématiques écologiques. Et si je peux me permettre aussi, ça part un peu peut-être dans un autre sens, mais Mhm. juste sur l'intelligence artificielle, il me semble que c'est également
au sein des traditions qu'on peut trouver de réelles ressources, dans le sens où si ChatGPT, intelligence artificielle, peut avoir beaucoup d'informations, peuvent travailler très très bien sur l'aspect formel, ok, en fait, ça peut-être nous questionne sur c'est quoi les spécificités de l'être sensible, c'est quoi les Mhm. spécificités de l'être humain. Et en fait, l'esprit, c'est pas forcément juste la connaissance, pas forcément juste la conscience dans son sens, avoir des objets de conscience, des événements mentaux, parce que ça, peut-être les robots, ils vont le faire très très bien, mieux que nous déjà maintenant. Mais en fait, il y a peut-être au cœur de ça, à la source de ça, on peut appeler ça esprit, nature de l'esprit, rapport à Dieu, je ne sais comment encore, qui fait la spécificité des êtres humains et qui est peut-être une des très bonnes manières, en fait, pas forcément de résister à cette intelligence, mais de travailler aussi avec, en étant vraiment très clair sur ce qui nous caractérise, ce que les machines pourront jamais avoir et qu'il faut peut-être cultiver et donc regarder un peu plus précisément cette nature de Ouais, l'esprit. c'est une question délicate parce que c'est toujours très déclaratif de savoir quelle est l'expérience d'un autre être. Euh, et donc, si un robot un jour me dit, bah, mon expérience c'est celle-ci, j'ai des émotions, je Mhm. ressens, c'est difficile de Ouais, si mais peut-être. il exprime certaines choses, certaines caractéristiques. C'est vrai que la logique voudrait qu'on puisse croire ça, puisque de toute façon on n'a pas le moyen de vérifier, encore une fois. Donc c'est une question. On est toujours dans le domaine de l'invisible finalement, Mhm. et peut-être un peu de pragmatisme aussi qu'il va falloir mettre en place, parce que la question de la machine consciente, bon, ça peut paraître assez matérialiste comme vision de la conscience, mais finalement, pourquoi pas? Non, pourquoi pas. Après, c'est quel type de conscience aussi. Mais bon, après, c'est peut-être d'autres sujets. On s'éloigne un peu de. Ouais, tout à fait. Et alors justement, pour en revenir un petit peu à votre catalogue d'ouvrages, donc Mhm. là, est-ce que vous allez sortir de nouveaux ouvrages? Qu'est-ce qu'il y a dans les Ah, fourneaux ah, là? ah, ah. Mystère, mystère. Bah oui, il y a beaucoup de projets en cours. Mhm. Après, il nous faut le temps et aussi très prosaïquement l'argent. C'est-à-dire que faire ces couvertures de livres, papier qualité, ça coûte de l'argent. Il faut ceux d'avant se vendre et puis après, on a de quoi réimprimer les Ouais. suivants. Mais donc, il y a plusieurs projets. Les plus sûrs, ce sont les deux prochaines sorties, Mhm. qui seront certainement pour fin avril, début mai, je pense. Euh, l'un sur, alors ça va être délicat peut-être à expliquer, mais il y a quelque chose qui s'appelle le corps d'arc-en-ciel dans la tradition tibétaine. La possible, Oh, point de vue externe, hein, ce serait possible bien. Ce serait disparition bien. du corps des très grands yogis, des très grands pratiquants à leur mort. Et en fait, il y a un auteur dont on fait la traduction qui s'appelle Francis Tiso, Ah, je l'ai lu, un prêtre le livre. catholique, Je l'ai voilà. lu la version anglaise. Rainbow Body and the Resurrection. Donc, on travaille avec Francis Tiso pour faire une traduction un peu remaniée de son ouvrage. Avec une introduction certainement de Philippe Cornu aussi. Parce qu'on avait fait une recension avec Philippe dans la revue de Louvain, un peu critique de l'ouvrage de Francis Tiso, donc qui essaye Mhm. de faire des parallèles entre la résurrection, la disparition du corps de Jésus-Christ et ceux des grands pratiquants tibétains sous le terme qu'on appelle corps arc-en-ciel, corps d'arc-en-ciel, déjà lu. Et lui est allé, en fait, connaissant un peu tibétain sur place, envoyé Mhm. par son supérieur, son maître spirituel, David Steindl-Rast, et envoyé sur place pour étudier. Et du coup, il récolte la parole des gens qui étaient près de cette personne qui serait partie en corps d'arc-en-ciel, Khenpo Hache. Et il compare les récits. Il reste sceptique mais bienveillant. Mhm. Une de ses optiques, donc, il présente le Dzogchen, mais je pense qu'un des intérêts de l'ouvrage, c'est de faire connaître aussi des formes de christianisme contemplatif, des formes de christianisme qui sont pas du tout connues dans le monde européen, qui sont le christianisme qui a été péjorativement appelé nestorien, du nom de Nestorius, qui est Mhm. né, qui est le christianisme syriaque ou syro-oriental. Parce qu'il y a le christianisme byzantin, puis encore plus à l'est, en Perse. Et des chrétiens qui sont allés en Chine dès le 8e siècle, en fait. Mhm. Il y a des traces de ça, des textes qui font état de croisement entre tradition bouddhiste, tradition chrétienne, tradition taoïste et d'autres encore. Et en fait, il met en avant un certain nombre de ces auteurs syriaques et il essaye, après, ça c'est sa thèse, de montrer une possible influence historique de certains aspects du christianisme et puis de l'islam après sur le début du Dzogchen, donc la vie de Garab Dorje, le premier maître Mhm. du Dzogchen, et sur la possibilité du corps d'arc-en-ciel. Voilà, il dit que c'est possible que
ces gens-là de l'école ancienne Enigma aient entendu parler de la disparition du corps de Jésus-Christ via les reconnaissances de la soie, et vis-à-vis des écoles nouvelles, les Sarma aient voulu, par supériorité, prétendre que chez eux se passait quelque chose d'absolument exceptionnel que les autres n'avaient pas, c'est le corps d'arc-en-ciel. C'est son argument. Mais je pense qu'il y a plein d'éléments très intéressants dans cet ouvrage, donc on espère que ça va intéresser d'autres personnes aussi. Et à côté de ça, donc ça c'est un peu plus massif, avec beaucoup de connaissances historiques, un ouvrage qui sera plus léger, il sera une autre traduction aussi de Hilary Hart, H-A-R-T, qui a interviewé pas mal de femmes dans différentes traditions et qui, elle, travaille sur la spécificité du féminin dans différentes traditions. Mhm. Elle, Hilary et d'autres personnes interviewées sont inscrites dans les traditions islamiques soufis, mais leur Mhm. propre maître, qui était une femme, était une maître soufie indienne. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'elles vont après discuter avec d'autres personnes. Comme c'est aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est de tradition autochtone, Sioux Lakota. Il y a une autre personne, peut-être que vous connaissez, qui est une nonne tibétaine, Tenzin Palmo, qui a fait des Mhm. retraites pendant plus de 12 ans, et donc là, qui parle un peu de son parcours. Et puis, une autre personne, d'africaine, du Ghana, me semble-t-il, qui parle aussi de sa propre tradition. Donc voilà, ce sera un ouvrage à un ton un peu plus léger. Et puis, il y a d'autres choses encore, des choses folles, comme un grand rabbin kabbaliste qui est présent en France et qui n'a pas encore vraiment écrit d'ouvrage, et qui est un ami de Milène Rinpoche, de Mhm. Steve Cornu et d'autres. Donc, on travaille depuis plusieurs mois maintenant à une mise en forme de son travail pour partager en fait une perspective sur le judaïsme qui est peu connue en France. Il n'y a Peu. pas grand-chose hein, sur la perspective kabbaliste et en France. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et je crois que c'est un peu comme les pratiques chrétiennes contemplatives. Il y a des choses, il n'y a Mhm. pas tant de choses que ça à se mettre sous la dent. Alors que j'imagine qu'il y a des pratiques quand même. Donc, Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de choses en français ou en mhm. anglais. En hébreu, là, pas de souci. Mais en fait, français, anglais, Ouais. pas beaucoup. Et anglais un peu plus que français. Donc il y a ça, mais après, on n'est pas que dans les traditions, on fait aussi des choses hors. Et donc, il y aura un autre ouvrage de Grégory de Laplace sur d'autres types de phénomènes Mhm. invisibles. Damien Bron est en train de travailler un autre ouvrage, on verra ce que ça donne. Philippe Cornu aussi est en train de travailler avec une collaboratrice sur un ouvrage sur les êtres de la nature Mhm. dans le monde européen et également au Japon et puis dans le monde indo-tibétain. Donc ça, on verra. Peut-être on fera ça ensemble, peut-être pas. L'avenir, on décidera. Et puis des choses plus liées au monde contemporain aussi. Alors tous ces projets sont en cours, donc c'est pas sûr qu'ils aboutissent, mais on espère. Une autre dame qui travaille sur un autre type d'invisible qui peut sembler bizarre et peu traditionnel, mais qui a potentiellement des racines dans cette tradition, qui est au Japon, Mhm. le rapport dans les relations amoureuses avec précisément des êtres invisibles mais digitaux en fait. Et donc sur le phénomène Mhm. massif de relations d'amour qu'on peut avoir avec des êtres, des avatars ou des êtres dans le Ah, monde virtuel, quoi. Donc il y a plein de ah oui. choses. Ouais, Il y a donc un philosophe ça marocain. s'élargit quoi. C'est vachement bien. Et j'avais une question sur parce que le monde de l'édition, je sais pas comment il se porte, mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper rose pour pour le monde de l'édition. Comment ça se passe pour dans votre projet finalement? Est-ce que vous tenez la route après? Ça fait quoi, 2, 3 ans que Ouais, les premiers ouvrages sont sortis, me semble-t-il, en novembre 2021. Et vous me demandez si on a besoin d'un mécène, c'est ça la question? ben non, mais je non, mais en gros, est-ce que vous arrivez finalement à survivre dans ce monde où finalement Ouais. tout est gratuit? Hmm. On arrive parce que voilà, on a des sources enfin, de financement autres, on a un travail respectif. C'est pas par la maison d'édition qu'on peut vivre pour l'instant, ça c'est Mhm. certain. Et ça marche bien au sens où je pense, contrairement à pas mal, alors il y a des collègues qui fonctionnent bien mieux, hein, ça dépend des thèmes. Faut dire que là, les sujets qu'on met en avant, bah, ça concerne pas forcément tout le monde. C'est Non. pas forcément des ouvrages. Déjà, c'est des livres de sciences humaines. Donc déjà, c'est pas non plus tout le monde qui lit des livres et qui lit des livres de sciences humaines. Encore moins sur des sujets un peu bizarres sur l'invisible et la spiritualité. Mais dans ce créneau-là, je pense qu'on a vraiment bien réussi, Mhm. grâce aux personnes qui nous soutiennent, grâce aux belles lettres qui nous diffusent et grâce au réseau des librairies qui connaissaient déjà Zone Sensible Alexandre Lemonnier, qui connaissaient déjà Sylvain Piron. Moi, j'avais une petite expérience en librairie aussi. Et donc, on a réussi, me semble-t-il, à avoir quand même une certaine place et à être vraiment bien soutenu par un certain nombre de libraires. Après, on doit bien avouer que c'est des libraires plutôt sciences humaines et étrangement, pour l'instant, peu en ésotérisme.
Ouais. Plein de librairies plus ésotériques New Age. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de choses là. Donc, on est vraiment plus dans les grandes librairies sur semaine classique, dans les grandes villes, à Paris et puis un peu partout. Donc ça marche bien. C'est-à-dire, on arrive quand même à vendre les livres. On arrive à, du coup, retrouver de l'argent pour ensuite pouvoir en imprimer Mm. d'autres. Donc ça marche. Je pense qu'on a réussi convenablement à bien commencer. Après, c'est un travail au long cours, donc c'est le Mm, travail mm. sur place avec les libraires aussi, se faire connaître, donc faire des interviews. Merci beaucoup de m'inviter ici pour Ah faire connaître. bah, c'est tout le plaisir est pour moi. Faire des présentations en librairie, des auteurs, faire des petites vidéos sur Internet. Et puis après, c'est des recensions académiques, donc des descriptions, des recensions critiques du travail dans des revues académiques, puis dans des revues un peu plus grand public, un peu moins académiques, et puis voilà, des événements publics qui sont faits aussi. Donc tout ça permet de faire connaître les livres et les auteurs. Et ça demande pas mal d'efforts, Mm. effectivement. Mais j'ai Ouais. sens que ça vaut la peine. Donc franchement, pour l'instant, ça va. On s'en sort très bien. Mais pour continuer, bah, il faut que ça continue à marcher. Prochaine étape, la grande librairie. Peut-être. Peut-être. Et Sagesse bouddhiste, Damien Brown, non, après, c'est des articles qui sont publiés dans Le Monde, peut-être Mm. Le Média bientôt, enfin, il y a eu plein de choses, je sais pas, à France Culture. Hein. Et c'est aussi en travaillant avec les journalistes que, bah, Mm, on mm. se fait connaître, nos auteurs, autrices vont là-bas, font connaître leur propre travail. Et puis, on espère que quand une personne tombe sur un des livres, comme ils sont numérotés, ils vont venir par la suite se renseigner sur les autres et acheter l'entièreté de la Bah collection. oui, pour avoir la collecte, oui, évidemment. Ah, de toutes les couleurs. Parce non, mais d'un point de vue marketing, je trouve ça, c'est très Ouais. bien trouvé. Ils ont tous la même taille, c'est bien ça, hein, ils ont tous la Ouais. même taille, le même format. C'est pas, donc, ouais. Et je dois signaler maintenant, donc on travaille avec un autre graphiste, on continue, hein, mais juste signaler Clément Holstein qui est avec nous maintenant dans l'histoire. Mhm. Et toutes les enfin, qui nous aide pour les relectures, la mise en page intérieure, pour les couvertures, qui a pris un peu le relais de Alexandre Lebonny. Bon. Bah, je crois on a fait un beau tour quand même Excellent. du catalogue. Très grand Euh, merci à vous Bah, je pour veux la vous publicité. remercier et puis donc je mettrai toutes les infos, les liens vers la maison d'édition, etc. Dans la description de la vidéo qui sera en ligne d'ici 3 ou 4 semaines hein, voilà selon le calendrier. Donc je vous enverrai le lien de la vidéo et puis voilà. On laisse le mot de la fin pour le chat. Oh, le chat voilà qui là je pense que je vais le libérer parce que je pense qu'il veut sortir. Bon, Voilà. et ben très bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.